Au programme de ce Geeks League 272 en direct live de chez Méo, nous aurons bien sûr quelques news tech, un super plus bel invité qui vient nous parler d'un jeu de société en cours de financement actuellement sur Ulule, et un petit test de jeu vidéo, Méo, c'est ça ? Tout à fait, bien sympathique, bien sombre et un peu Lovecraftien sur les bords. Voilà, et comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Wally puisqu'il s'excuse pour aujourd'hui, il avait besoin de pousser quelques petites figurines loin. Donc voilà, pas de Dragon Quest Point puisqu'on est un peu nombreux, mais c'est pas grave, installe-toi confortablement dans ton canapé, dans ton fauteuil, dans ta voiture et monte le son. Et évidemment, pour commencer cette émission, je vais commencer par accueillir mes camarades autour de la table et d'abord notre invité. Bonjour Shroom. Bonsoir, bonjour. Bien Oui, prêt. bonsoir. Mange le micro. Oui, n'hésite pas à te Oui, rapprocher de ton micro. J'ai pas l'habitude, hein, c'est la première fois que je fais un podcast. Tu donc- peux avancer même ta chaise et te Ouais, mettre bien tranquille. Tout va Installe-toi bien confortablement, tu aimes le micro. Je bois même un coup. donc- Voilà. Voilà. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, je suis vraiment ravi d'être ici. Donc merci de m'avoir invité. Plaisir Ouais. partagé. Ravi de t'accueillir. Et donc, coutume de chez Geeks League, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? Alors, étant auteur d'un jeu de société, pour l'instant, j'ai lancé le crowdfunding, donc j'ai fait que courir dans tous les sens pour présenter mon jeu. Donc depuis début février, j'arrête pas tous les jours. Là, je viens même d'encore une présentation de jeu de Godin près d'Ivoire. Ouais, je dois apprendre à me rapprocher du micro. Voilà, désolé. Déjà que je parle pas fort, mais alors voilà. Donc de geek, ouais, c'est ça. J'ai pas arrêté de présenter mon jeu. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est pas mal, oui. Une activité bien prenante. Voilà. Et pas trop stressante non plus. Non, ça va, moi. Enfin, au bout d'un moment, tu le connais, je pense. Ça fait 12 ans que j'ai commencé à le créer, donc maintenant il est fini. Donc j'ai l'habitude de raconter la même chose tout le temps. Ça, mais on va garder ça pour l'interview, Voilà. tu vas nous raconter ça juste Oh, après. une fois de plus tout Je vais à l'heure. quand même Voilà. accueillir Méo. Bonjour Méo, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, ça va bien. J'étais un peu malade début de semaine, ça veut dire que j'ai pas fait grand chose. La semaine passée, par contre, j'ai quand même trouvé du temps pour jouer à Baldur's Gate 3. J'approche des 50 heures, je suis toujours dans l'acte 1. Je me perds dans les tréfonds obscurs, mais qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Et j'ai créé des cartes de sorts et des capacités via Midjourney et ChatGPT pour mes joueurs de Pathfinder. Vous pouvez voir d'ailleurs les illustrations sur le Discord de Geeks League. Voilà, j'ai un peu spam le chan. Très bien, très bien. Et voilà. Et donc toi, Guillaume, bonsoir, moi. le hôte de ce soir. Le hôte de ce soir, moi je me suis préparé à faire l'émission déjà. Parce que autant j'avais déjà fait l'hôte en Discord, autant là en live il y avait un peu plus de câbles à brancher. 2 fois plus. 2 fois plus, mais voilà. D'où le petit retard, hein. Désolé, on a eu des petits soucis de configuration et d'accès à l'une ou l'autre information. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de geek ? J'ai été voir Dune au cinéma, ça c'était pas mal, on en reparle tout à l'heure. Sinon, toujours du jeu vidéo, je suis sur la P2 de World of Warcraft de la saison de Discovery sur classique. Bientôt niveau 40, tout doucement. Et donc bientôt Gnome Regan, le raid. Voilà, c'est ça, bientôt le raid avec la guilde. Et sinon, toujours un peu des petites lectures de ci, de là. On en parlera peut-être à l'occasion. Ah oui, et j'ai été chercher ma Tesla, ça doit compter comme truc geek, ça, mais je vous en parle aussi une autre fois. Ça. Quand il aurait fait plus que 2 roulages. Voilà. Voilà. Et donc... les tipeurs, merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs, merci à... Alors, je ne sais pas si la liste est... Je les retrouve, si Grumpy a bien fait ça via son application, on a merci Rems, Zitophile, Gauthier, Pirkens et Note Jérôme, et si on a oublié certains, désolé. Ah voilà, j'avais ça dans les notes, c'est que c'était bon. Ah bah ouais. On peut commencer du coup par des news tech, ça vous va ? Allez. Ça me va très bien. Alors, juste comme ça, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous ne voudriez pas voir les IA utiliser ? Vous dites c'est pas une bonne idée. Oh, grosso merdo, un peu tous, hein, quand même. Je sais pas,
J'allais dire l'intelligence artificielle, mais de vrai. Enfin, N'utilisez pas d'IA dans les intelligences artificielles. Voilà, c'est ça. Un bon point de En départ. gros, on veut pas Skynet. Voilà. oui, voilà, merci. Skynet, c'est le mauvais exemple. Alors, je sais pas si je vais vous rassurer en vous parlant d'intelligence artificielle qui est utilisée dans le nucléaire. Oui, bah oui, là, on est bon là. Ça rassure tout de suite. Et plus précisément dans la fusion nucléaire, puisque en fait, les IA ont été utilisées pour aider à stabiliser le plasma dans un réacteur de fusion nucléaire aux États-Unis. Donc le plasma, ça monte à plus d'1 million de degrés, je crois. Enfin, c'est des températures de dingue. Donc ça doit être confiné dans des champs de force magnétique. Électromagnétique, etc. Parce que sinon, tu crames n'importe quel matériel dans lequel tu essayes de confiner ça. C'est des chaleurs de soleil. Et en fait, l'IA permet de réagir plus rapidement aux variations du plasma et des champs magnétiques avec 300 millisecondes d'avance pour corriger en fait ces variations, les anticiper et essayer de stabiliser plus longtemps ce confinement. En fait, Eh ben, top. qui est un peu une des clés pour réussir à arriver vers une fusion stable. Alors bon, les chercheurs disent qu'ils doivent encore chercher pour augmenter l'applicabilité avec d'autres types de variations et ainsi de suite, mais voilà, c'était publié dans Nature, je crois, et c'est un premier pas vers ce type d'usage, avec une IA qu'ils ont développée juste pour ça, et qu'ils ont entraîné que là-dessus. Bah, c'est une bonne Voilà. chose. Donc quand les IA voudront conquérir le monde, elles pourront couper les centrales à fusion nucléaire. Voilà. Et produire leur propre Non. énergie. Elles pourront couper les champs magnétiques de protection des fusions nucléaires. C'est encore plus dangereux que des éteindre. Voilà. Voilà, news suivante. Si je parle de 6G, vous pensez à Pokémon, c'est ça? Pardon. Si tu parles de 6G. 6G. Non, Si- c'est pas, il y a que moi qui pense à Pokémon. Bah, ouais. Bah, c'est bien tombé bien parce qu'on va pas parler de Pokémon. Ah bah oui. La Chine a lancé son premier satellite 6G, sachant que chez nous, on arrive à peine à la 5G, enfin une 5G développée sans se baser sur les trucs 4G. Ouais, quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne. Et donc, c'est des satellites en orbite basse à 500 km, donc c'est très très bas. Et ça aurait pour le but, en fait, ce serait de faire un réseau méché de 6G. Et donc, tous les endroits où il manquerait d'objets connectés, pour créer ce mesh, les satellites viendraient en plus couvrir les zones. Et ça permettrait quand même, ils promettent des débits de 1 terabit par seconde. Ok. Donc ça va quoi. Avec une latence quasi nulle. Donc autant dire que bon, c'est pas pour jouer à Fortnite, hein. Enfin si, ça sera Si, bien pour dans vous. le métro. Mais ça sera surtout pour les internets des objets évidemment, et notamment tout ce qui est grosses applications comme les voitures connectées, voitures autonomes ou d'autres applications. Ouais, comme les chirurgiens qui font une opération en direct. Chirurgiens, industriels et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un premier pas qu'ont fait les Chinois vers cette 6G. Je trouve ça intéressant. Mhm. Et cette fois-ci, on va parler du retour de Légende. Et donc, ce fois-ci, oui, on va parler de Là, Pokémon. on parle de Pokémon. Puisqu'à l'occasion du Pokémon Day qui a eu lieu le 28 février, je crois, donc ça faisait les 28 ans de Pokémon, c'est la date de sortie des premiers jeux au Japon. La franchise fait toujours des grosses annonces autour de Pokémon, donc au programme évidemment des mises à jour sur tous leurs jeux smartphone, Pokémon Go, Sleep, Pokémon Café et Unite. Une nouvelle application pour le TCG, donc le Trading Card Game, donc là c'est en version mobile, cette fois-ci une version vraiment pocket. Et ils ont annoncé des règles un peu différentes pour jouer plus rapidement, donc à mon avis ça va être un peu comme ce qu'avait fait Yu-Gi-Oh! Duel Links, c'est-à-dire des parties plus courtes, un peu adaptées vraiment au format smartphone, qui sortira en 2024, mais surtout une annonce pour 2025, puisqu'ils ont annoncé le prochain Légende. Donc il y avait eu Légende Arceus il y a quelques temps, et cette fois-ci ce sera Légende ZA, qui se déroulera entièrement dans la ville lumière d'Illumis. Donc c'était la ville basée sur Paris dans un des jeux. Mhm. Alors pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Juste que c'est un second épisode de Légende, donc ça veut dire que c'est un spin-off. Mais on ne sait même pas si ça sera le même gameplay que Arceus ou si les légendes vont partir sur à chaque fois des gameplays différents. Et c'est juste pour dire que c'est des spin-offs, quoi. Sachant que là, ils ont quand même annoncé via Twitter, le compte américain, je pense, que ça serait vraiment entièrement dans la ville que ça se déroulerait. Espérons que le jeu soit plus beau si c'est dans une zone plus restreinte que Arceus, Oui, qui était plus pas... Plus beau, et puis s'ils innovent, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant qu'ils cherchent des nouveautés. Donc maintenant, on n'en sait rien. Évidemment, le premier trailer montre rien du jeu. Il est cryptique et puis Il est enfin... cryptique, voilà, il manque encore un. Donc, affaire à suivre. 2025, on aura le temps de voir d'autres trailers d'ici là. Mais voilà. On aura le temps de ça se m'a bien lasser plu. de Palworld aussi. C'est ça. On s'est J'ai déjà pas encore, lassé de j'ai pas encore Palworld. essayé. News suivante. IAI.
Je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'IA de Google Gemini dernièrement. Vite fait, ouais. Vous en avez entendu parler en bien. Non, Pas encore. pas du tout, non. Voilà, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, IA Gemini s'est taillé une belle mauvaise réputation, notamment parce qu'il fait des générations d'images très inclusives. Donc, tu peux lui demander ce que tu veux, genre dessine-moi 5 blancs, il te met un noir au milieu, ou un asiatique, ou n'importe quoi. Non, ça va même plus loin que ça. C'est dessine-moi un soldat allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Nazi. Sans préciser le N-World, au revoir Twitch. Mais en fait, dedans, il y a des Noirs et des Asiatiques, avec le costume, avec le bandeau rouge au bras. Il a fait des c'était pas comme Vikings ça asiatiques aussi. Moyen, quand on connaît la politique de l'époque, c'est moyen correct. Des papes noirs aussi, ce qui n'a jamais eu lieu. Oui. On Ça leur ferait un souhaite, bon hein, Disney, mais quoi. pas encore. Ça ferait un bon Disney. Et puis des réponses écrites aussi, hein, parce que quand on lui demande qui est le pire entre Hitler et Musk, il dit ne pas savoir répondre. Bien que vu comment Musk tourne, peut-être que c'est lui qui a raison. Sinon, Palworld, 253 000 joueurs en pic ces dernières 24 heures. Non, c'est bien encore. C'est 10 fois moins que all time, mais Ouais, c'est bien. c'est quand même pas mal. Voilà. Évidemment, ça n'a pas raté. Beaucoup de réseaux sociaux ont accusé l'IA d'être trop woke à leur goût, en alimentant d'autant plus le scandale. Google a donc décidé de ne plus la laisser générer d'images pour l'instant, le temps de la corriger quelque peu. Et le vice-président Prabhakar Raghavan, que j'ai sûrement écorché le nom, s'est excusé et a indiqué que ses équipes travaillaient activement à l'améliorer. Enfin, en gros, quand tu as le vice-président qui commence à faire des excuses publiques, c'est que tu as un peu merdé dans le truc. Voilà. Les IA de Google, Gemini, c'est pas encore tout à fait au point, il y a un peu de boulot. Je vous propose de passer du coup, alors je vais faire une manip un peu compliquée, mais on va essayer de passer à la chronique de l'invité. Attention. 3, 2, 1. Tu peux même monter le son. Je peux pas. Pas mal le choix de la musique. Ouais. Bien trouvé. Mhm. Voilà, donc petit générique pour accueillir notre super invité. C'était la partie la plus récente, c'est Wally qui a lancé ce truc de trouver des musiques toujours sympathiques pour les invités. En rapport avec les invités, En ouais. Ça irait bien pour une bande-annonce par rapport à mon jeu, il n'y a pas de souci. Ah bah tu tapes Contine Graine dans Google et tu retombes sur cette petite comptine là. Donc j'accueille Shroom aujourd'hui et qui vient nous parler de Seed of Evil, un petit jeu de société. Éventuellement, ce que je te propose, je le pitch en 2 lignes, ce que j'en ai compris. Tu me corriges en me disant que j'ai rien compris, et puis on part sur un peu des choses. Sur le vrai pitch. Et tout ça. Donc, c'est un jeu de cartes et de plateaux de stratégie où 2 joueurs ou plus s'affrontent à coups de plantes maléfiques issus de 4 decks archétypaux. C'était dur à dire ça. Les joueurs vont s'affronter sur une des 20 planètes différentes, le champ de bataille étant tiré au sort en début de partie et permettant un peu de manœuvrer la game. Et puis après, c'est des decks, donc vous piochez vos cartes, vous mettez vos créatures et vous tapez sur la gueule. C'est long, hein, c'est 2 lignes. Ouais, C'est 2 grandes lignes. C'est 2 grandes lignes. C'est presque ça, ça ressemble fort, voilà. Donc c'est bien joué. Très bien, donc bienvenue. Et donc Seed of Evil, parle-nous-en un peu, qu'est-ce que c'est? Alors donc, il y a 12 ans, j'ai eu l'idée de faire un jeu de société qui mélange un peu toutes mes passions. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle Shroom, parce que voilà, ça fait plus de 30 ans que j'étudie les champignons. Donc passionné champignons. Et j'aime bien la science-fiction, les jeux et tout ça. Donc j'ai décidé de faire un jeu qui mélange un peu toutes mes passions. Donc le pitch, vous allez incarner une matriarche. J'entends déjà des gens qui disent pourquoi pas un patriarche, mais Parce que c'est une plante. voilà, c'est une matriarche. De toute façon, dans tous les jeux de grosses bestioles, que tu prends les tyrannides dans Warhammer, Magic. la couvée de Quentin, Magic, tous ces univers, c'est toujours une reine, une grosse créature. Sauf les ergs. À la base, c'est un Overmind, mais c'est devenu une Kerrigan. Ah bah voilà. Donc c'est vrai. Voilà, donc ici c'est une matriarche et ça va pas changer.
Et donc, vous allez incarner une matriarche. Donc, c'est une plante colossale qui voyage dans l'univers, dans l'espace, sous forme de graines, donc qui atterrit sur des planètes. Alors, quand elle est toute seule pour coloniser les planètes, ça va. Mais quand il y a plusieurs matriarches qui arrivent sur une planète, donc c'est un peu le jeu, bah, ça se passe pas très bien. Donc, Ça serait dommage. C'est dommage. T'arrives et puis je suis tout seul. J'ai gagné. il y a un mode solo qui est prévu, mais qui est encore en développement. Ok. Et du coup, on affrontera les locaux qui se laissent pas faire ou... Ouais, ça ce sera l'objet d'une add-on. Donc voilà, donc c'est un affrontement de créatures, donc de monstres aux plantes. Vous allez donc planter vos petites graines de monstres et les évoluer. Donc elles ont plusieurs niveaux et je sais pas si on voit sur la caméra. Je passe tout de suite Ouais, dessus, tu peux peut-être t'inquiète. mettre les caméras Hop, voilà. matériel. Donc bon, on voit pas très bien le plateau, mais voilà. Donc, je vais mettre en gros plan direct comme ça. Voilà. Voilà. Donc en gros, vous avez pour l'instant, mais il y en aura d'autres, donc 4 familles de monstres plantes. Donc je vais les dire rapidement. Donc vous avez les xénolithes, donc littéralement les pierres étrangères. Donc c'est des plantes qui façonnent leur corps. C'est un peu des golems de pierre en fait, avec les pierres qu'elles trouvent. Donc c'est un peu les samouraïs du jeu qui font beaucoup de dégâts. Vous avez les plantes vertes, ça c'est les nécromorphes. Donc rien que le nom, voilà, c'est des plantes un peu étranges. Donc c'est la famille la plus difficile à jouer. Donc c'est un peu la famille fourbe, poison, voleur, tout ça, voilà. Vous avez les bleus, donc ça c'est les néopodes, donc c'est les plantes cyborg, donc c'est les plus fun à jouer, enfin de ce que j'entends en tout cas. Donc elles peuvent même lancer des bombes atomiques, des missiles, tout ce que vous voulez, donc c'est des plantes high-tech quoi. Après vous avez la dernière famille, c'est les plantes champignons, donc c'est un mix entre des plantes et des champignons qui se multiplient très vite, donc c'est un peu les gobelins du jeu, donc voilà. Et, c'est les schtroumps, si c'est ce voilà, c'est plan ça, de la donc, mais c'est pas la famille la plus forte, hein, donc maintenant il est bien équilibré le jeu. Donc voilà, ça fait 12 ans que je développe ça, et maintenant il est en crowdfunding, donc sur Ulule. Je sais pas si on voit, oui, on voit la caméra. Voilà. Voilà. Méo va remettre le lien dans le Twitch. De toute façon, c'est dans les notes de l'émission. Dans les notes de l'émission, ce sera dans les notes du podcast, et ainsi de suite pour que tout le monde le trouve. Et sinon, c'est ulule.com/s-o-e. Ouais, très compliqué. En majuscule, ça marche pas. Ok. Ouais. Donc s-o-e, donc et le nom complet, donc c'est Seed of Evil. Seed of Evil. Parce que si vous tapez sans le S, vous tombez sur un vieux jeu que je jouais quand j'étais adolescent qui s'appelle Turok 2 Seed of Evil. Ah oui. C'est pas la même. Donc voilà. Et du coup, c'est un jeu de cartes. Donc quels jeux t'ont un peu inspiré Quels jeux t'aimais beaucoup qui ont fait que tu as été vers ça? Donc au début j'étais parti pour faire un jeu accessible à tout le monde, mais il n'y a rien à faire quand vous êtes geek, le jeu finit par devenir un jeu de geek, c'est-à-dire que si vous faites jouer Simone 65 ans, elle va pas réussir à jouer, donc c'est plus orienté, donc c'est plus pour les joueurs de genre Magic, Yu-Gi-Oh, Netrunner et tout ça. Bien que tout le monde y arrive à y jouer, mais niveau stratégie c'est vraiment avancé. Le jeu de cartes quoi. Voilà, c'est plutôt avancé, expert. Mais du coup, sans l'aspect deck building, puisque c'est des préfaits, les decks. Voilà, en fait, ça c'est dans la boîte de base, mais après, le jeu n'est pas fermé, donc j'ai déjà d'autres familles sur le feu et d'autres créatures qu'on peut venir pour modifier son deck. C'est-à-dire que donc, la boîte de base, ce sera des decks préconstruits équilibrés. Il a quand même fallu quelques années pour équilibrer ça, mais on pourra le modifier par après, quoi. Oui, mais ça va pas aller jusqu'à des boosters ou c'est quelque chose c'est prévu tout ça. Voilà, tout ça c'est prévu, même des planètes supplémentaires. Donc là, il y en a déjà 20 dans le jeu de base, qui est quand même pas mal, étant donné que chaque partie sera différente selon la planète. Oui, donc ça c'est une petite particularité de ton jeu, c'est ces fameuses planètes. Donc on peut peut-être revenir un peu là-dessus. Ouais, donc c'est vraiment, c'est ça, c'est le cœur du jeu, c'est-à-dire que, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais il y a un chiffre sur chaque planète, donc c'est vos points de vie de départ. Donc rien que ça déjà. Chaque partie va être différente puisqu'on les tire aléatoirement. Et donc on arrive sur une planète et ça sera le cas de la bagarre du duel actuel. Voilà, et à chaque duel, on va aller sur une planète différente. Sur une autre planète quand même. Ouais. Voilà, donc ça peut être des duels, mais ça peut être aussi, on peut jouer à 3, 4, il n'y a pas de limite, mais bon, il y a un moment, il faut s'arrêter parce que sinon ça va prendre une éternité. Mais en gros, voilà, il y a des ressources primaires, donc de l'eau, de la luminosité, de l'oxygène, et tout ça, ça change. Donc des ressources secondaires qu'on peut extraire.
Et tout ça, ça change voilà, selon la Le planète. comportement de la famille, on va dire. Oui, c'est ça. Donc il y a D'accord. même des bonus-malus selon la planète et tout ça. Et c'est vrai que chaque famille est totalement différente donc, au niveau des pouvoirs et des capacités. Donc vous voyez qu'il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc le niveau 1, c'est plutôt l'ouvrière qui va extraire les ressources. Niveau 2, c'est plutôt le mur bloqueur, donc le défenseur. Et le niveau 3, c'est le gros monstre qui sort du sol pour aller attaquer l'adversaire en face, quoi. Et donc ça, on va devoir attendre un certain nombre de tours pour qu'elle monte en niveau comme ça. Oui, c'est ça, parce que donc, j'ai fait très simple. Hein, donc, au début, il était extrêmement compliqué. Le jeu, les gens, ils avaient besoin d'Afalgan pour apprendre à y jouer. Mais maintenant, après 12 ans, il est fort simplifié, même s'il reste encore très complexe. Donc, niveau 1, voilà, vous voyez qu'il y a les mêmes pictogrammes que les ressources sur la planète. Donc, en gros, le niveau 1, ça coûte de l'eau. Le niveau 2, ça coûte de la lumière. Et le niveau 3, ça coûte de l'oxygène. Et effectivement, selon la planète, des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau, des fois, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc, on va pouvoir évoluer une ou plusieurs Tu créatures. peux directement passer du niveau 0 au 3 Oui, ou oui, va voilà. falloir faire un Sauf- par tour Non, on peut le faire, mais sauf qu'il y a c'est exponentiel, c'est-à-dire que la première évolution, c'est le coup normal, puis la deuxième, c'est x2, puis x3, puis si x4. tu les fais dans le même tour. Voilà, si on fait dans le Mhm. même tour, c'est exponentiel, donc il faut bien réfléchir à comment on fait évoluer ces créatures. Comment doser, quoi. Voilà, donc c'est hyper stratégique et Donc les premiers niveaux ramènent des ressources, les deuxièmes protègent et les troisièmes tapent, c'est ça? en gros c'est ça, voilà. Donc ça a l'air simple comme ça, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, même en expliquant 4 heures. Voilà. Mais il est très bien accueilli. J'ai fait plus d'une centaine de présentations dans des salons, dans des festivals. On a même voulu le racheter, mais voilà, j'ai pas voulu le vendre. Mais il est très bien accueilli, donc moi je suis convaincu. Maintenant, si je suis là ce soir, c'est pour essayer de convaincre les gens que c'est un bon jeu. Voilà. Mais justement, donc on parlait tout à l'heure que on pouvait jouer à 2, 3, 4. C'est plutôt un jeu qui est optimisé pour jouer à combien? Parce qu'il y a plein de jeux comme ça qui peuvent se jouer de 2, 3, 4 joueurs, mais il y a des jeux en fait que quand tu C'est joues, mieux à tu deux. ressens que c'est à 4 qui sont vraiment le plus intéressant ou inversement que ils sont vraiment plus pensés à la base pour le 2 joueurs. Bah, à la base, ça a été développé pour un duel, donc un Ouais. contre un. Mais au fil des années, j'ai fait en sorte que ça se joue très bien à 3, à 4. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps parce que chacun a des phases de jeu à faire. Donc si on joue à 5, 6, 7, il faut attendre que l'autre fasse ses phases de jeu. Mais en tout cas, voilà, il est équilibré. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est équilibrer ce jeu avec tous les pouvoirs, les capacités, tout ça. Mais maintenant, il est très abouti. Et les gens en général, surtout les joueurs de Magic, Yu-Gi-Oh! Et tout ça, ils sont en général ravis de jouer à ça. Oui, parce que pour équilibrer ça, tu as des retours des joueurs qui disent « Oh, ça c'était trop fort, ça c'est bien pas, C'est ça, ça, s'est il y a pas passé toujours- dans ma game et tout », mais tu as toujours des effets de bord aléatoires où c'est peut-être juste la game sur 1 million où ils n'ont pas eu de bol et Ah ça oui, s'est oui, passé bien comme sûr, ça. bien sûr. Et tu ne faut pas du coup à chaque fois corriger dès qu'il y en a un qui dit c'était trop fort ce truc-là, quoi. Non, non, bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait des centaines de tests, mais il y a toujours un petit malin qui va dire si je fais ce pouvoir-là avec cette capacité-là, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Donc, en gros, je peux rentrer chez moi et changer. Mais maintenant, il n'y a plus de petits malins qui arrivent à trouver. Il est bien C'est dommage que Wally n'est pas là parce qu'il a le don pour mettre le doigt sur Oui, tout à fait. sur les abus de règles. Sur les combos chiants. Voilà. Mais c'est bien, justement, c'est pour ça que c'est à ça que servent les playtests, pour être sûr Ah oui, que tous c'est les ça. petits malins trouvent tous les combos et disent là ça marche pas ou là ça marche trop bien, quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a qui m'ont dit c'est bizarre parce que je gagne tout le temps, mais c'est pas. Voilà, c'est juste parce qu'il est bon, peut-être. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé le combo et je le dis à personne. Voilà. En plus, en festival et tout, j'imagine que tu as plutôt bien accès à tous ces petits malins qui aiment bien jouer. Bah oui, c'est ça. Et retourner les puis, jeux. dans un festival comme Essen en Allemagne, par exemple, où il y a même des gens qui parlent pas français. Bon, mon anglais, je crois que c'est du niveau de François Hollande, mais j'ai quand même réussi à expliquer le jeu. Mais voilà, il y a toujours effectivement des petits malins, mais des grands malins même, qui vont trouver la faille. Mhm. Mais voilà, ça n'arrive plus maintenant. En tout cas, jusqu'à présent. Bah, tant mieux, tant mieux. Voilà. Ça aboutit à quelque chose voilà, qui commence à être Ouais, bien ouais. stable dans le temps. Et du coup, voilà, tu veux convaincre les gens de jouer à ce jeu, hein, donc tu expliques un peu. Qu'est-ce qui distingue justement Seed of Evil des autres jeux de cartes qui pourrait y avoir? Il y en a plein qui existent. Hein. Qu'est-ce qui fait son sel, sa particularité et qui donnerait envie de jouer à celui-là en particulier? Déjà, le fait que ce soit des monstres au plan, donc clin d'œil à Jace et les Conquérants de la Lumière. Oui.
Voilà. Démonstroplan, déjà, le concept est assez original. Le fait qu'il y ait des planètes, le fait qu'on peut passer de niveau, bon, ça, on va dire que Pokémon le fait aussi. Mais il y a vraiment une stratégie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, donc même des gros joueurs de jeux, qui m'ont dit c'est original, j'ai jamais joué à un jeu avec une mécanique comme ça, donc ça fait plaisir à entendre. Ah oui, tant mieux, c'est clair. Voilà. Et donc voilà, donc moi je suis convaincu et donc voilà, j'essaie de convaincre les gens. Donc je fais ça tout seul, les illustrations. Donc vous voyez, c'est pas une IA parce que j'avais déjà les illustrations en 2019 et je pense pas qu'il y avait déjà l'IA en 2019. Non, du tout. Voilà. Un peu après donc j'ai fini là, elles sont finies les illustrations. Donc, Et elles sont quali, hein. Vraiment, elles sont super belles. voilà. Le jeu est beau. Attends. Ouais, je sais pas si on les voit bien, mais voilà, je fais tout seul. Donc c'est un peu galère quand on n'est pas connu. C'est un gros plan. Voilà. C'est comme un groupe de musique qui fait de la bonne musique, mais pendant 30 ans, ils seront pas connus. Oui, Voilà, tout simplement. Oui, parce que les jeux, il y a beaucoup d'appelés. Oui, il faut c'est faire ça. son trou, il y en a de plus en plus. Quand je vois tous les gros jeux qui sortent en même temps, d'ailleurs j'ai oublié le nom, mais il y a un gros jeu là qui est aussi en crowdfunding, mais les gens ils mettent l'argent là, ils mettent pas l'argent dans mon jeu, quoi, voilà. Malheureusement. Voilà. D'ailleurs, Alors que le jeu il est déjà à 400%, t'es en mode, mais c'est bon, arrêtez d'y mettre. Oui, voilà, c'est ça. Moi je suis à peine à 35%. Bon, il reste 2 semaines, mais voilà, on espère qu'on va y arriver. tiens, j'ai une carte colère là, c'est un truc particulier. Ouais, c'est quoi donc ça il y en a 4 par deck, donc 4 différentes. C'est un truc que j'ai rajouté qui donne vraiment du piment au jeu, donc c'est un peu un côté RP parce que donc nous on incarne la matriarche, donc il y a vraiment une carte au hasard qui va être tirée, donc ça aussi ça fait une rejouabilité assez élevée, donc le fait que la matriarche, donc le général de la partie en fait, donc qui est ici en bas sur le plateau, va se mettre en colère quand il va prendre des coups. Et quand il va perdre des créatures, donc c'est-à-dire que quand vous avez une carte colère en main, vous êtes obligé de la poser et elle va durer 3 tours. Et en général, c'est assez, ça peut retourner une partie. Voilà. Quand vous êtes sur le point de perdre et que vous vous mettez en colère, il y a moyen de retourner. De remonter, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est un effet, tu l'as en main et tu claques quand c'est le bon moment, quoi. Quand on prend des coups, voilà, ou quand on perd des créatures, on se met vraiment en colère. Donc il faut savoir qu'une matriarche niveau 3 fait plus ou moins la taille de la tour Eiffel. Donc quand elle se met en colère, ça fait du bruit. voilà, ça fait du bruit. Moi, je suis un grand amateur de 40K et de ces univers-là. Ouais. Donc évidemment, ça rappelle un peu les tyrannides Oui, bien sûr. en plus vegan, en plus végétarien. En plus végétal. Ouais, végétarien. Et j'aime beaucoup sur la carte colère le petit texte: si la violence ne résout rien, frappez plus fort. Ça fait très pourrait être dans orc. le codex. Oui. Codex orc aussi. Oui, orc ou Space Marine même. Hein. Oui, enfin. Il a fallu 10 ans pour que quelqu'un me dise que ne résout rien s'écrivait pas avec un D, mais s'écrivait avec un T, parce que coudre, c'est avec un D, je crois. Ah oui. Voilà. Mais ne résout, c'est avec un T. Ah oui, Il a fallu des années pour que quelqu'un me le dise. vaut mieux qu'on te le dise avant Oui, une voilà, impression c'est ça, définitive qu'après. Bien que sans doute qu'une coquille ou l'autre, on retrouverait après. Oui, voilà. Je crois que ça, c'est la malédiction de toute chose imprimée, c'est que Ouais, et tu vas voir le truc souvent, juste c'est après. en grand, Oui, en il y grand, a une ouais. grosse faute, mais tu l'as pas vu. Ouais, Et c'est au moment où tu reçois le truc, tu l'ouvres et là, tu la vois. ouais, c'est ça. Oui, ça, on m'a déjà corrigé plein de... Parce que je prétends pas avoir un français parfait, mais de toute façon, il sera relu. Là, j'ai pas encore fait de relecture, mais voilà. Oui, parce que là, du coup, ton Ulule, il est en cours. Il est en cours, jusque quand encore? Jusqu'au 16 mars à 23h59. Et donc, oui, comme tout crowdfunding, si on n'arrive pas à la somme, tout le monde est remboursé et puis on recommence. Quoi. Enfin, je repars de zéro, tout simplement. Et comment ça se passe de faire un Ulule, parce que là, par exemple, tu l'as sorti, du coup, ça démarre là 1 mois, c'est ça? Ouais, donc début février, j'ai lancé le crowdfunding. Bon, un peu à l'arrache, même si on va dire, ouais, mais ça fait 12 ans quand même que tu fais le jeu, mais on n'est jamais prêt la première fois qu'on lance un crowdfunding. En fait, on pense que ce qu'on a mis est clair et précis, mais en fait, il y a des gens qui disent, moi je comprends rien, je sais même pas c'est quoi comme jeu. Et donc au fur et à mesure, on peut rajouter des trucs, mais en gros, il faut que ce soit validé. Par exemple, ici sur Ulule, il faut que ce soit validé par l'accompagnateur, on va dire, pour lancer le projet, parce qu'eux, ils ont quelque chose à gagner aussi dans l'histoire. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils prennent un pourcentage, donc ils ont tout intérêt à ce que le projet aboutisse. voilà, il y a aussi un anti-blanchiment d'argent, c'est-à-dire que je savais pas, mais ils m'ont expliqué que quand on lance un projet sur Ulule, il y en a qui font ça pour blanchir de l'argent. Voilà, donc il y a aussi une manière de dire, non, c'est pas pour blanchir de l'argent en fait. Voilà. Ah, il vérifie un peu. Voilà, c'est ça.
Et du coup, il y a une raison particulière de viser par exemple une période comme ça, février-mars, ou c'est parce que c'était prêt maintenant, ça s'est fait maintenant? Ouais, mais il y a chaque fois une période où on me dit non, vaut mieux pas lancer à cette période-ci parce qu'il y a ci, alors vaut mieux pas lancer à cette période-là parce qu'il y a ça. Donc soit c'est Noël, soit c'est voilà. Donc, Il y a la même chose dans le crowdfunding de jeux de rôle. C'est pas la bonne période parce qu'il y a tel gros jeu ouais, mais en c'est même ça. temps. Mais en fait, tous les mois, Oui, il y a toujours quelque chose. il y a toujours quelque Soit chose. les gens sont partis en vacances, ils n'ont plus d'argent, soit ils préparent l'argent pour Noël, soit la Saint-Valentin, et s'il y en a au moins 15 qui m'ont dit ah ben, je peux pas mettre sur ton crowdfunding parce que j'ai mis tout mon argent pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. Puis là, période de creux que tu vas viser, il y a 12 gros jeux qui vont. Oui, en voilà, plus, et puis bah oui. tu vas être en Voilà, en compétition gros, c'est là-dessus, ça. Bah ici, ça va, on a. Bah, ça va. Moi, j'estime que ça va. En tout cas, il y a déjà 60, on va dire une soixantaine de contributeurs. Bah, c'est beaucoup de gens qui ont testé le jeu, forcément, parce que les gens qui n'ont pas testé, ils attendaient une vidéo que j'ai sortie hier, je crois. Une vidéo qui présente donc sur YouTube le jeu. Et depuis que j'ai sorti la vidéo, il y a eu quelques gens qui ont mis. Parce que forcément, des gens qui. Voilà, s'ils n'ont pas joué, ils sont plus réfractaires à mettre de l'argent. Oui, et puis peut-être une vidéo. Est-ce que c'est vrai qu'il me semble pas que t'as pas de vidéo, ou alors c'est peut-être celle-là dont tu parles, mais où on voit le jeu être joué. Non, c'est juste moi qui explique un peu le jeu, mais j'ai pas encore sorti de vidéo où il y a 2 joueurs en train de jouer. Même si j'ai fait une centaine de présentations, j'ai jamais filmé encore 2 joueurs en train de jouer. Mais ça va venir. Ouais, on va me dire il est temps. Mais il y a aussi, je suis un peu traumatisé parce que j'ai un ami qui a créé un jeu. Et il en a trop dit. Donc quelqu'un a pris son jeu. Ouais. L'a sorti Ah avant lui. merde. Avant lui. Donc il a vu son jeu sortir et c'était pas lui. Du coup, bah, on a beau faire un procès en justice, ça dure une plombe et finalement. Ouais, ça coûte une fortune. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je donne pas toutes les règles en ligne, ni dans la vidéo et tout ça, parce que ça m'a un peu traumatisé, parce que voilà, le pauvre, il a pris des années. Ouais, ça fait 12, 15, 20 ans que tu bosses sur ton jeu et t'es prêt à le sortir et paf quoi. Voilà, Tu te il y fais en a- niquer, il y en a qui assez étaient pour riches. donner envie au jeu et pas assez pour quelqu'un puisse juste faire le copier-colle, ouais. Voilà. Ouais, parce que finalement, je le fais en auto-édition parce que j'ai été voir quelques éditeurs, mais on n'a jamais trouvé d'accord. Parce que voilà, j'ai rien contre les éditeurs, hein, attention. Mais voilà, on n'a jamais trouvé d'accord parce que j'étais déjà trop loin dans le développement du jeu. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est Tout compliqué quand tu discutes comme ça avec des éditeurs. Oui, parce que bah, pas tous, hein, bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en général, bah, eux, ils essaient aussi de gagner leur vie et de faire en sorte que le jeu corresponde à leur thématique, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le jeu, bah, si ça se trouve, il n'aime pas les plantes et il va mettre des chats ou des chiens à la place, ce qui marche aussi, mais... Bon, un chat de 300 mètres de haut, ça marche moins bien que oui, plante, voilà, forcément. Mais Des voilà, combats de clans de chats. quoi. Oui, mais bon, on sort du côté végétal. Ouais, c'est ça, c'est Ça- plus le même décor. mais ça arrive, hein, donc il y en a qui copient les jeux en changeant simplement les plantes par des chats. Et c'est très compliqué de dire à un juge que c'est le même jeu. Voilà. En gros, c'est pas le même jeu parce que c'est pas des plantes. Ça, c'est le juge qui pense comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis de facto, il y a tellement de jeux qui existent et qui sont des, Oui, voilà. des c'est jeux ça. très proches avec juste des corps différents. Voilà. Donc voilà, en gros, bah, je dis pas aux gens de forcément mettre de l'argent comme ça à l'aveugle, mais voilà, il a toujours été très bien reçu en tout cas. C'est ce qui m'a poussé à continuer parce que j'ai eu beaucoup de désillusions au début. Il était extrêmement compliqué à jouer, les gens, le fun était à zéro. Et donc ça m'a dit, ouais non, je dis laisse tomber. Donc, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit, bah, l'idée est pas mal, il faudrait peut-être creuser un peu plus. Bon, Leur travailler sur certains points. Travailler, voilà, tu l'as c'est fait ça. évoluer. Donc quand j'ai vu des gens qui commençaient à s'amuser, c'est là que ça s'illumine un petit peu. On se dit, ah bah, on va peut-être continuer, quoi. Voilà. On touche quelque chose. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, voilà, je suis vraiment très content parce que, en général, je parle des joueurs qui aiment bien ce genre de jeu, il est toujours très bien reçu. Donc, voilà. Et je sais pas, du coup, tu dis Ulule, t'es accompagné par quelqu'un du coup de la plateforme? Oui, c'est ça. Il y a toujours un Ça- accompagnateur. On peut lui poser des questions à n'importe quel moment, sauf le dimanche. Mais il répond en général très vite et il donne des conseils. Donc, parce que moi, j'avais jamais fait de crowdfunding de ma vie. C'est le tout donc, premier que tu faisais. Oui, voilà, c'est ça. Et on est un peu surpris ça se prépare pas un mois à l'avance, mais ça se prépare vraiment. Même la pub, on doit commencer à la faire avant de lancer le crowdfunding. Et j'avais commencé à la faire puisque j'ai fait une centaine de présentations. Mais comme voilà, il y a d'autres gros jeux qui sortent dans tous les sens, des gens très connus.
Ben, c'est pas moi qui suis absolument pas connu, qui vais récolter beaucoup de fonds. Voilà, c'est ça le problème. Et donc là, tu essayes évidemment, j'imagine que tu essayes d'atteindre l'objectif. Oui, voilà, c'est ça. Et si jamais tu n'y arrives pas, l'idée, c'est de pouvoir refaire d'autres Ulule par la suite et de remettre le couvert. Oui, voilà. Donc, toute la pub que je fais maintenant, parce que quasiment tous les jours, je présente le jeu. Donc, par exemple, ici, dimanche, je serai à Bruxelles, au Zenebar. Donc, c'est près de Tour et Taxi, la brasserie de la Seine, à partir de 14h. Donc, ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc la pub, elle ne sera pas perdue, même si on n'y arrive pas. Parce que bon, il faut quand même 11 000 €. Parce qu'avant le Covid, donc moi je voulais pas faire fabriquer le jeu en Chine parce que voilà, je suis quelqu'un de très, voilà, je voulais faire le jeu plus local. Ouais, tout à fait. Quand je vois les devis de France et de Belgique qui vont de 25 à 45 € la boîte en fabrication, et les Chinois ils étaient à 3 € avant le Covid, maintenant ils sont pour mon jeu en tout cas ils sont à 10-11 €, et ils veulent pas faire moins que 1000 boîtes, donc 11 € fois 1000, voilà. Donc ouais, tout à fait. Voilà, comme j'ai que 100 € sur mon compte. Oui, donc ton objectif de Ulule, c'est vraiment juste pour payer les boîtes. Ouais, c'est ça. Et elles seront numérotées. Donc j'ai vu avec le fabricant, il est d'accord pour numéroter toutes les boîtes. Ça donne un peu plus de cachet au jeu. Donc les 1000 premières boîtes seront numérotées. Il y a déjà des gens qui ont réservé leur numéro. Donc 666 est déjà pris. Mais voilà. Donc je fais tout ce que je peux pour y arriver. Donc on avance. Il reste 2 semaines et voilà, on espère, on verra où ce qu'on arrive. C'est pas impossible en 2 semaines, mais voilà. Non, en effet. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Bah oui. Et d'ailleurs, du coup, tu disais que ce week-end, tu étais à Bruxelles. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a quelques personnes en live qui auront l'info. Les autres risquent d'avoir le podcast début de semaine prochaine. Oui, bien Est-ce sûr. qu'il y a d'autres endroits un peu bien connus sûr. où ils peuvent peut-être venir voir le jeu s'ils ont été intrigués? Oui, bien sûr. Donc, il y a le 13, c'est l'Imaginarium à Namur. Ouais. Oui, désolé, je m'éloigne toujours. Ouais, pas de souci. Il y a d'autres dates. Donc oui, il y a Bruxelles ici dimanche, mais voilà, si c'est en rediffusion, forcément les gens ils entendront pas. Il y a j'ai plus les dates en tête, mais en tout cas le 13, c'est sûr que je suis à l'Imaginarium à Namur. Le 16 mars, je suis à Anderlecht, la ludothèque d'Anderlecht. Le 17, je suis au Meltdown, c'est un bar à jeux de Bruxelles, voilà. En fait, je suis invité un peu partout, même jusqu'au mois de décembre, je suis invité à des festivals et tout ça, mais bon, ce sera trop tard parce que le crowdfunding se termine le 16. Mais en gros, ici, voilà, j'ai quelques dates. Retenez surtout le 13 à l'Imaginarium pour l'instant. Ouais, bah ouais. Les autres dates ne sont pas encore tout à fait confirmées. S'il y a le 10, c'est ici, l'Art de Rien à Jean-Blou. Ah oui. Donc voilà. Mais de toute façon, je peux même me déplacer, ce que je fais régulièrement. Il y a des gens qui me demandent, donc ils ont des amis, ils aimeraient bien tester le jeu, donc je peux me déplacer aussi. Donc il suffit sur le site de Ulule, il y a mon adresse mail, il suffit de m'envoyer un mail et moi je viens présenter le jeu, voilà, chez le particulier, on va dire. Voilà. Du coup, le meilleur moyen de te retrouver, c'est via le Ulule. Oui, c'est ça, on peut m'envoyer un mail, ou alors il y a la page Facebook, donc Seeds of Evil, il suffit de taper sur Facebook et alors on a la page. Sur Instagram aussi, mais j'ai encore rien mis sur Instagram, donc on peut déjà s'abonner parce qu'il va y avoir du contenu, mais pour l'instant il y a juste une photo de profil sur Instagram. Et alors sur YouTube il y a une vidéo de présentation, donc si on tape présentation Seeds of, avec un S, c'est important, Seeds of Evil, sinon on tombe sur Turok 2 comme je disais, on tombe sur la vidéo de présentation, voilà, du jeu tout simplement, donc pour voir un petit peu, mais voilà. Donc, top. Très bien. Oui, je regarde les questions que j'avais, mais tu as enchaîné de toi-même sur pas mal de sujets. C'est l'habitude après 12 ans. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu cette différence. C'est intéressant à travers ton Ulule, justement, de voir cette différence de coût de production entre la France, la Chine. Ouais, c'est vraiment. Et puis les pays intermédiaires, plus on se rapproche de l'Europe. C'est ça, par exemple. Plus ça augmente. C'est ça. Par exemple, en Pologne, ils sont plus ou moins entre 14 et 17 € par boîte. En Allemagne, c'est 16, 17 € par boîte, mais il n'y a rien à faire, on ne peut pas rivaliser avec les Chinois. En plus, ils ont tout sur place, c'est-à-dire qu'on leur demande n'importe quoi, ils répondent même dans les 20 minutes, et ils le font. Ils ont toutes les machines, tandis qu'en France, ils me disent oui, mais je dois contacter un fournisseur pour les dés, je dois contacter un fournisseur pour les cartes de telle taille, je dois contacter... Donc il y a plein de sous-traitants que les Chinois n'ont pas. En plus, les Chinois, ils t'envoient ta boîte... ils t'envoient un projet comme ça gratuit et puis
ils ont tout sur place, donc ça va plus vite déjà la réponse, parce qu'en France ou en Belgique, des fois ils mettent une semaine pour répondre. Et voilà, c'est pas tant ça le problème, c'est surtout le prix. Moi je voulais faire du local, mais je vois que c'est voilà. Moi j'ai mis sur Ulule que si on dépasse, on arrive à 20 000, 30 000, ce qui est totalement fou. Oui, je produirais des boîtes localement, mais voilà, pour l'instant, déjà on a du mal à arriver au prix de la Chine, donc voilà, on verra. Je suis étonné d'ailleurs quand tu donnes un peu les différences ici, que l'Allemagne par exemple a des si grosses différences par rapport à la France. Ouais, j'ai été étonné aussi, donc attention que j'ai eu d'autres devis d'Allemagne qui sont beaucoup plus chers, mais en tout cas, un prix raisonnable en Allemagne, c'est aux alentours de 17 € la boîte. En tout cas pour mon jeu, ça dépend forcément de ce qu'il y a dans la boîte. C'est pas les cartes qui coûtent le plus cher, c'est surtout les ressources, parce que voilà, les ressources sont physiques dans ce jeu, et donc tout ce qui est petits pions, les dés et tout ça, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Mais c'est pas les cartes qui coûtent le plus cher. Donc si on fait exclusivement un jeu de cartes comme Magic qui fournit absolument rien quand on achète des cartes, ça a parfois un dé. Voilà, parfois un dé. C'est rare. Voilà. Mais ici, voilà, comme il y aura des beaux plateaux, c'est pas ça, donc ça c'est le prototype, mais il y aura des beaux plateaux, vraiment, il y aura 4 plateaux dans la boîte, il y aura les 4 decks, il y aura des dés, il y aura les pions, voilà, il y aura beaucoup de choses, les cartes planètes et tout ça, donc forcément, le prix est forcément beaucoup plus cher, quoi. Oui, mais ça tenait de la différence. Tu sais pourquoi l'Allemagne aurait une différence comme ça par rapport à la France? Parce que là, on parle quand même de 2 pays d'Europe qui sont proches. Ouais. En fait, ça dépend aussi du nombre de boîtes qu'on prend. Par exemple, moi, j'étais parti sur 2000 boîtes au début, mais quand j'ai vu les prix, je suis vite redescendu. Par contre, en France, ce qui est bien, c'est que si on prend, par exemple, 10 000 boîtes, là, le prix descend de 25 € à 12, 13 € la boîte. Ouais, ça descend beaucoup plus. Voilà, tandis que les Chinois, qu'on prenne 1000 boîtes ou 5000, ça change pas tant que ça. Ils sont déjà au plancher. Voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est aussi ça, c'est le fait que je prenne pas beaucoup de boîtes, parce que j'ai pas les fonds pour, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu la galère de démarrer, mais voilà, les 1000 boîtes après vont servir à en prendre 2000, parce que sur les 1000, il y en a déjà 270 qui sont réservés. Donc j'ai pas peur de vendre les boîtes, ma crainte, c'est de ne pas arriver à financer la production. Tout à fait, ouais. Oui, c'est ça, c'est pas tout qu'elles soient même déjà sûres d'être écoulées, c'est le cash flow. Il faut d'abord les sortir pour pouvoir les avoir et les écouler. Écouler, j'ai aucun doute sur il faut une mise de départ. Voilà, c'est ça. Écouler les boîtes, j'ai vraiment aucun doute là-dessus, parce que voilà, les gens, quand je leur fais essayer le jeu, ils aiment bien. Et tout ça. Oui, parce qu'après, si tu continues à faire des festivals et tout, tu viens avec ton tas de boîtes et tu repars sans, quoi. C'est ça, y a déjà... parce que moi le truc un peu fun, c'est que je voulais vendre les boîtes, étant donné que c'est des plantes et tout ça, je voulais vendre les boîtes dans des pépinières, enfin des institutions qui sont un peu... qui vendent des trucs en rapport avec les plantes et tout ça, ils sont toujours tous emballés, donc c'était marrant à ce niveau-là. Donc gratuitement, ils proposaient de vendre mes boîtes, donc je pense qu'écouler les boîtes, il n'y a vraiment aucun souci. En plus, donc ce sera d'office, donc 10% des ventes des boîtes iront dans une association pour la protection de la nature, comme Natagora et Terre en Vue et tout ça. Donc c'est bien de le dire aux gens, ça, que s'ils investissent dans le jeu, ils investissent aussi dans des protections, des associations de protection de la nature. Voilà. C'est une belle cause. En plus. Très bien. Je ne sais pas si toi, Méo, tu avais quelques questions sur tous ces échanges-là. Non, j'en avais 2-3, mais on a répondu à tout dans... Oui, après le jeu dans la conversation. Le jeu est beaucoup plus complexe, parce que si je dois dire toutes les règles et les subtilités maintenant, voilà, à 2h du matin, on est encore là, mais même si ça va très vite pour apprendre, mais voilà, il est très, très complexe, et la rejouabilité, c'est ce que je voulais vraiment important. Je voulais pas qu'on joue 3 fois et puis on s'arrête de jouer parce qu'on a fait le tour. Donc chaque partie est vraiment faite pour être différente, quoi. Tiens, et du coup, ça fait 12 ans que tu es sur ce jeu-là. C'est vraiment ton premier gros jeu, ou tu as eu d'autres expériences avant? Non, en fait, j'ai toujours fait des jeux pour amuser la galerie, mais j'ai remarqué que celui-là, l'idée en fait des monstres-plantes suscitait plus d'intérêt que... Parce que oui, j'ai fait des jeux comme Donjons et Dragons, enfin des jeux de rôle et tout ça, sur papier griffonné. Mais c'est vraiment celui-là sur lequel je me suis concentré. Donc j'étais vraiment un énorme geek quand j'étais plus jeune. Mais j'étais plongé dans les jeux et tout ça. Et voilà, c'est celui-là. Maintenant toujours, sauf que c'est un seul jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc c'est celui-là qui
je me suis mis à fond dessus. Bon, bien sûr que j'ai failli abandonner plusieurs fois parce que c'est extrêmement difficile. Et puis, quand il y a des gens qui disent de toute façon, des jeux, il y en a déjà 20 000, ça sert à rien de faire un jeu supplémentaire. Voilà. J'ai eu plein de commentaires comme ça. Mais voilà, je suis toujours là et maintenant il est fini. Et il tourne bien et il plaît beaucoup. Voilà. Bah, tant bien mieux. d'aller au bout d'un truc. Hein. Ouais. Je demanderai à Grumpy de parler de son jeu de rôle une fois. Bien. Est-ce que... Tiens, peut-être retour d'expérience, tu dis que tu as fait beaucoup de salons et du coup tu as été à Essen. Essen, c'est un salon qui évoque toujours pour les joueurs de jeux de société, c'est un peu la mecque du... Oui, bah c'est ça, c'est un des plus gros festivals. Enfin, salon plutôt. Enfin, festival, salon, je sais pas. Mais oui, c'est parce que je travaillais pour Yellow, donc l'éditeur, j'ai travaillé pour eux pour présenter un peu leur jeu à eux, mais j'en ai profité pour glisser le tien. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai un petit jeu là. Ouais, donc tu n'avais pas payé un stand Seed of Evil? Non, j'avais un gros stand, tout frais payé, voilà, c'est ça. Mais non, j'ai fait d'autres festivals comme Bruxelles Game Festival. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de salons, de clubs de jeux et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y en a qui demandent un peu trop cher pour des stands et tout ça. Mais voilà, en général, je me débrouille pour essayer d'avoir des stands pas trop chers. Forcément, c'est pas des stands avec 40 tables et tout ça, mais j'ai toujours mon petit coin quelque part dans un festival. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et parce que là, on parlait donc lié au financement, quand est-ce qu'on pourrait te retrouver, on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, prochain gros festival que tu fais, si les gens sont encore curieux de venir te rencontrer donc j'ai une petite place au Brussels Game Festival, donc ça c'est au mois d'août. Je n'ai plus les dates exactement. Ouais, les gens retrouveront. Voilà. Sinon, au mois de septembre, c'est un festival dont j'ai oublié le nom. C'est à Saint-Quentin en France. J'ai encore plein de festivals, mais il y en a un à Verviers, c'est aussi au mois de septembre, mais j'ai totalement oublié le nom de ces festivals. Mais en gros, tous les festivals de jeux, je vais essayer de les faire. Il y en a beaucoup, mais... ouais, en effet. Voilà. Paris Ludique, le Fige. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de chances de me retrouver dans les festivals à partir du mois d'août. Mais de toute façon, comme je dis, voilà, je peux me déplacer aussi avec le jeu chez les particuliers si jamais. Voilà. Donc, je résume. Donc, Seeds of Evil, où vous allez prendre votre matriarche pour défoncer une planète avec vos monstres plantes et défoncer la plante adverse s'il y en a un qui a eu le malheur de atterrir sur la même planète que vous. Voilà, c'est ça. À travers les games, vous allez pouvoir explorer différentes planètes qui ont toutes leurs caractéristiques propres pour plein de rejouabilité, puisque vous allez à chaque fois aussi invoquer des matriarches différentes. Si ce jeu vous a plu, et comme ce jeu vous a plu, vous allez pouvoir le retrouver sur ulule.com/s-o-e. Ouais, en minuscule. En minuscule. Seeds avec un S of Evil, si vous tapez le nom. On le retrouve sous le même nom sur Facebook, où ils peuvent te suivre également, sur Instagram, où le contenu est à venir. Ouais. Et si jamais je vois qu'il y a pas mal de paliers sur le crowdfunding, enfin sur le Ulule, toi tu conseilles lequel Alors on m'a dit que mes paliers, parce que normalement c'est des dons et les contreparties servent symboliquement à recevoir, sauf que on m'a dit que mes contreparties, en fait les gens ils y gagnent, ils en ont pour leur argent avec mes contreparties, donc c'est pas que je suis à perte, mais voilà, en général le prix des contreparties, c'est des belles récompenses. Voilà, par exemple, pour 30 €, on a 4 beaux plateaux exclusifs du jeu. Pour 10 €, on a des cartes exclusives. Enfin, voilà, y a vraiment... Mais les gens, en général, ils prennent le pack à 100 € parce qu'on a la boîte de jeu signée avec un numéro. Et alors, toutes les contreparties avant, qui sont des cartes exclusives, des créatures, des planètes et tout ça. Donc voilà, de toute façon c'est celle qui arrive en premier. C'est ça, voilà. À la une c'est à 100 €. Voilà, donc en gros c'est 50 € le pack de base dans lequel on reçoit la boîte. Oui, parce que ça va être le prix de la boîte plus ou moins. Voilà, donc, boîte simple. Voilà. Et puis le all-in c'est plus celui à 100 €. Du coup on va avoir un peu tous les add-ons. Voilà. 100 €. 100 €. Voilà, oui. Il y en a qui ont mis plus. Et tant mieux, merci. Mettez plus si vous avez voilà. envie, vous pouvez. Parce que par exemple pour 200 €, vous avez une balade avec moi dans la forêt, vu que voilà, je suis un peu passionné de champignons et de plantes sauvages, donc ceux qui veulent apprendre plus en toute sécurité bien sûr. Voilà, ils ont une petite balade privée. Goûte celui-là. Le Shroom Tour. Voilà, c'est ça, exactement.
Et voilà, il y a même des paliers plus hauts parce que c'est Ulule aussi, il conseille ce qu'on peut mettre, ce qu'il faut éviter, tout ça. Donc voilà, j'ai mis des paliers plus hauts si jamais il y a quelqu'un qui passe par là qui a envie. voilà, qui a envie de mettre il plus. faut qu'une porte soit ouverte voilà, pour c'est ça. le faire. Super. J'espère que ça a convaincu plein de monde. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à venir. Sinon, on va tous arrêter sur ce sujet-là. Donc, on vient de reparler du Ulule. Si les gens veulent se soutenir, mais que, je ne sais pas, actuellement, ce n'est pas le moment pour eux de financer un jeu ou autre, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire pour te soutenir? Non, c'est le moment. Oui. De toute façon, ils peuvent, par exemple, à partir de 1 €, ils peuvent mettre quelque chose et chaque contributeur va me faire monter c'est-à-dire que quand on va aller dans l'onglet jeux, au plus il y a de contributeurs, même si c'est 1 €, je vais être plus visible dans... Parce qu'on peut classer par le nombre de contributeurs et pas forcément par... Même contribuer un minimum, ça aide beaucoup. Ouais. Et puis sinon, c'est te faire suivre sur les réseaux et partager. C'est ça, partager, faire la pub, c'est ce qui peut la m'aider le plus. C'est ce que les gens font, parce qu'il y en a qui me disent, je suis désolé, je suis étudiant, j'adore ton jeu, mais j'ai absolument pas... un sou à mettre dedans, mais voilà, il prend un flyer, il prend une affiche, et puis il en parle autour de lui, quoi. Voilà. Super, merci en tout cas d'être venu nous présenter tout ça. Ça a l'air avec plaisir. Fort amusant. Un mot de la fin, un dernier point à ajouter? Écoute, il faut se planter pour réussir. Ah, quelle belle phrase. C'est beau. Faut le mettre sur les boîtes. Voilà, c'est ça. Très bien, super. Je vous propose de passer peut-être du coup à un petit coup de cœur, coup de gueule. Oui. Léo, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Ouais, moi j'ai un coup de cœur. Allez, c'est parti. Eh bien moi, ce soir, j'abat toutes mes cartes en termes de fun, de joyeuseté, parce que je vais vous parler que de Darkest Dungeon et Darkest Dungeon 2 tout à l'heure. Mais là, on a dit ce soir, tu peux pas parler de cartes s'il n'y a pas des monstres plantes dessus. C'est pas des c'est pas des monstres plantes, mais non, là, c'est une chaîne YouTube de vidéos qui fait entre 4 et 6 minutes, qui parle des historiques de chaque héros du 1 et du 2. Histoire d'en apprendre toujours plus sur le désespoir qui a lancé les héros sur les routes du donjon le plus sombre. La chaîne YouTube, c'est Miskatonic Mémorialiste. Et voilà, c'est un bonheur de plonger dans cet univers sombre et déprimant. Allez, super. Justement, comme tu nous parles de cet univers sombre et déprimant, je te propose de continuer sur ta petite chronique. Oui, allons-y. Alors c'est sorti en mai 2023, je comptais vous en parler l'année passée, sauf que ça faisait 3 mois que numéro 2 était né, on était un peu sur les rotules. Donc voilà, mieux vaut en parler maintenant. C'est la suite tant attendue du premier, forcément. Et Red Hook nous plonge à nouveau dans cet univers sombre de dépression, de haine, où chaque pas et chaque tour de diligence peut nous emmener dans une embûche dont on n'en sortira pas. Sauf que cette fois, il revisite la formule. Plutôt que d'explorer des donjons, on parcourt des zones en diligence et en système de roguelite. Donc ce n'est plus un jeu de gestion de ressources. Donc light, pas light. Light, tout à fait. Où chaque fois qu'on fait un échec de mission, tous nos héros meurent, etc., on a une ressource pour pouvoir les améliorer et afin de les rendre plus forts pour pouvoir aller plus loin à la seconde run, etc. Ça, c'est dans le 1 ou dans le 2? Dans le 2. Le 1, c'était un jeu de gestion de ressources où on prenait les héros comme étant des ressources que l'on consommait et qu'on râlait si jamais un numéro 5, un niveau 5 venait à mourir. Là, c'était un jeu un peu je tente d'aller plus loin en prenant un certain risque et ouais, pas de trop prendre de risques, sinon tu cramais tes ressources. C'est ça. Ça, c'était plus loin. Ça, c'est ça. Donc là, maintenant, tu es dans un roguelite, le perte, c'est bien, ça te donne des trucs pour aller plus loin. Pour aller plus loin pour la prochaine run, en effet. C'est peut-être moins frustrant. C'est beaucoup moins frustrant, c'est clair. On prend le fun, où avant, dans le 1, c'était la déprime quand tu perdais un perso.
Maintenant, tu te dis, ce n'est pas grave, à la prochaine run, ce sera le même qui sera là, avec toujours ses mêmes compétences, etc. Il n'a plus d'équipement, parce que ton équipement, il reset à chaque lancer, mais c'est toujours le même perso avec sa même histoire qui progresse de run en run. Donc là, tu gardes vraiment tes personnages. Ouais. Donc tu as peut-être moins de personnages dans le jeu. C'est ça, en fait, il y a le même pool de héros différents. Donc il y a le bandit. Les mêmes archétypes. Voilà, les mêmes archétypes, mais c'est chaque fois le même héros qui est là, avec le même nom. Là où dans le 1, c'était des nouveaux personnages à chaque fois parce que l'autre était mort. Quoi. C'est ça. Ou même que tu pouvais recruter alors que tu pouvais avoir 4 prêtres avec toi, mais c'était juste un prêtre, quoi. Alors que là, c'est le prêtre qui s'appelle machin truc, on va dire. Quoi. Un de chaque, du coup. Ouais. Donc tu peux plus faire du 4 prêtres. Non, c'est un de chaque et tu dois composer ton équipe un peu plus finement. Mais le jeu est un petit peu plus facile, je dirais. Mais t'en joues 4 ? Tu joues toujours 4 héros. Et il y a combien d'archétypes, du coup ? Grosso de mémoire, je dirais il y en a une dizaine. Donc 12. 15 ? Voilà. Ouais, tu utilises un tiers, quoi. Ouais, c'est ça. À chaque run, tu utilises un tiers. Et le but, c'est de faire... Il y a 5 runs différentes. J'ai réussi ma première la semaine passée. Il y a 2 semaines, pardon. Et... premier chapitre sur les 5, et donc là, est-ce que je fais le 2e chapitre ou alors je fais le premier mais avec une autre composition, etc. Parce que quand tu réussis un chapitre, les héros peuvent choper des améliorations pour être plus forts dans le chapitre 2, etc. etc. quoi. Donc c'est toujours, c'est ça, c'est toujours... La perte permet d'aller plus loin dans la prochaine aventure, voire de réussir même, parce que j'ai réussi la première run, mais avec 5-6 échecs déjà derrière moi, quoi. Il faut avoir fait le 1 pour apprécier le 2 Pas du tout. C'est justement, on passe déjà à ma conclusion là, mais... non, mais on garde-le pour plus tard. Voilà. Non, mais donc je vais parler plus de l'atmosphère du jeu qui est toujours aussi sombre, toujours aussi déprimant. Plutôt que d'être confiné dans des donjons, on est plus dans des grandes zones, mais le monde nous en veut toujours et veut toujours nous rendre toujours aussi fous et nous détruire. Les combats sont toujours aussi tactiques que dans le premier et sans merci, comme son prédécesseur. Donc les ennemis peuvent très bien enchaîner un personnage sans raison. C'est lui qui sera focus et les ennemis jouent 4 fois de suite sur lui et le tuent en un tour. On est en mode merde. Donc on a un perso de moins pour la run. C'est assez chiant. Mais donc voilà, c'est comme ça que se joue le jeu dans des parcours semés d'embûches où la santé mentale des héros sera toujours mise à rude épreuve, qui est toujours il y a la santé physique et la santé mentale. S'ils arrivent à 100% de folie, ils peuvent péter un plomb et c'est chiant, quoi. Oui, ça c'est un peu les héritages des univers Lactulu. Oui, c'est tout à fait Lovecraftien sur ça, quoi. On a aussi une phase de conduite entre 2 zones qui est une phase de respiration entre 2 combats où la décision de quelle route à prendre aussi est cruciale. Est-ce qu'on prendra une route plus facile avec moins d'embûches, moins d'ennemis, mais aussi moins de récompenses à la clé, ou alors une route où il y a plus de combats, plus de risques, mais on avance plus dans l'histoire personnelle des héros, on en découvre plus sur eux, où on débloque plus de ressources pour améliorer les personnages dans la run actuelle, mais aussi dans la globalité du jeu. Les graphismes sont tout autant magnifiques, voire plus que le premier, qui était déjà super beau, je trouvais. Là, on a une espèce de 3D sur 2D. On a un plan 2D, mais les héros sont en 3D, etc. Le fond est 2D et les héros sont représentés en 3D. C'est ça, mais sur un plan Street Fighter, on va dire. Ouais. Voilà. Mais d'un point de vue, c'est vraiment magnifique. Il est plus beau que le premier, je trouve. Voilà. Avec... Combien d'années d'écart entre les deux ? Il y a une dizaine d'écarts, je dirais. Je te laisse faire la recherche, mais... Ça a déjà 10 ans, là. Le 1, ouais, c'est assez vieux, hein. Et il est toujours en activité, il y a toujours des modes qui sortent dessus semaine après semaine, c'est fou la longévité de ce jeu. Mais donc, en somme, Darkest Dungeon 2 réussit brillamment. Il est sorti en fin 2021, le 2 du coup, et le... 23 non, le 2 il est sorti en... Non, il y a eu... anticipé fin 2021. Ouais, sur Epic Game Store. Microsoft Windows, ils disent, mais... Et alors, en fait, il est sorti en Early Access, en exclusivité sur l'Epic Game Store,
Et puis après, il est sorti sur Steam en mai 2023 en version finale. Et c'était 2016 le 1, donc oui. Ah oui, 7 ans. Ouais, voilà. C'est déjà. Ouais, il y a du temps, quoi, c'est clair. Mais donc voilà, il réussit à renouveler la formule de son prédécesseur tout en conservant l'essence qui a fait son succès. La difficulté exigeante, l'atmosphère oppressante, le gameplay qui est captivant. Et il s'impose à nouveau comme une expérience incontournable pour les amateurs de RPG tactique. Il est dispo sur Steam pour 40 €. C'est cher, mais il en vaut largement la peine. Franchement, c'est un bonheur d'y jouer, et surtout la rejouabilité et la non-frustration. Enfin, il est moins frustrant que le premier, je vais dire, parce que c'est toujours rageant de perdre un héros et de perdre une run parce qu'on se fait dégommer sans pouvoir rien faire. Mais c'est pas un game over, on va dire. On repart pas de zéro. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous avez déjà joué au numéro 2. Et si vous ne connaissez pas, je vous recommande ce deuxième opus, qui est bien plus facile à appréhender que le premier, de par son aspect roguelite, et que quand tu perds, tu t'améliores. Ouais. Il faut se planter pour réussir. Voilà. C'est aussi le principe de. Tu m'as donné envie de le mettre dans ma liste. On a envie peut-être pas à 40 balles, mais attendez une bonne promo. Tu devrais être chroniqueur sur un podcast. Ouais, c'est ça. Merci. Oui, et puis mine de rien, 40 €, ça fait cher, mais il faut se rappeler qu'actuellement, là, maintenant... C'est le prix moyen des jeux. Les gros jeux sont à 80 balles et puis à 60 balles. Oui. Donc avant, les petits jeux, c'était 20-30 balles. Quand les gros étaient à 60, les gros sont à 80 et les petits sont à 40. Je pense qu'il va se faire à l'idée qu'on va nous faire raquer de plus en plus pour nos jeux. Et à mon avis, il est dans la moyenne de prix 2024 des jeux comme ça. Et si vous voulez bien finir le jeu, il vous faudra plus ou moins 65 heures dessus. Ouais, donc c'est moins d'1 euro. C'est vraiment si un argument que ça. Moi, je compte toujours en termes de euros par heure dépensés. Là, on est à moins d'1 euro par heure. Donc c'est un argument pour vous deux, ça? Ça va, moi j'ai plus ou moins 2 heures par mois pour jouer, donc je pense que ça ira. Je vais jouer longtemps. Voilà. Mais moi, quand tu payes un jeu 40 balles, enfin 20 € et que tu y joues 2 heures et que tu as fini le jeu. C'est comme Half-Life 2 que j'ai fini en 6 heures, je crois. Mais ça, c'est intéressant parce que si tu vas au cinéma, il y a des jeux films qui pètent un peu un câble parfois, qui font 3 heures ou 3 heures et demie. Et à côté de ça, tu as des films de 2 heures. Pour autant, tu payes le même prix de cinéma. Ouais. Je vais presque plus au cinéma, donc. Mais tu vois l'idée. Oui, je vois tout à fait l'idée, ouais. Mais les romans, quand tu les achètes, tu regardes le nombre de pages. Non, du tout. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas que le nombre d'heures. À l'euro dépensé, il y a aussi le fun qu'on en tire par après, etc. Si je me suis amusé pendant les 4 heures de jeu, je vais pas regretter ces 20 €. Mais si en plus je me fais chier pendant la soirée auquel j'y joue, bon. Ouais, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent un argument qui est mis en avant sur les jeux vidéo. C'est particulier, je pense, aux jeux vidéo, cet argument-là. Et parce qu'un jeu de société, on ne vend pas le jeu de société en mode mais nous c'est un jeu de 6 heures, hein, donc tu vois, c'est pas. Oui, je suis d'accord. Et j'entends un peu quand on était plus jeune, toi t'avais ton argent de poche, t'étais limité, tu dis ce jeu-là je vais le garder longtemps, machin. À l'heure actuelle, j'ai tellement pas assez le temps de jouer qu'il y a des jeux qui m'intéressent, mais si on m'annonce 150 heures sur le jeu pour le finir, je fais. C'est vrai que quand on était plus jeune, on avait le temps et donc on était en mode, on cherchait le jeu le plus long en mode il y a 250 heures à faire pour le finir. Mais trop bien, maintenant on est en mode il y a 10 heures. Oh, j'hésite là, 10 heures, je suis d'accord. Maintenant, un bon jeu qui tient 10-15 heures, mais qualitative, je préfère au même prix qu'un jeu qui va me traîner 40 heures, mais il y a 30 heures de remplissage. Regarde par exemple Baldur's Gate 3, je suis à 50 heures et c'est 50 heures de plaisir. Hein. Oui, mais c'est justement typiquement Baldur's Gate, c'est un jeu qui n'est pas plein de remplissage. Non, il est plein de contenu, tu découvres des choses dans tous les sens. Il n'y a que du contenu, c'est 50 heures de contenu et je suis tellement loin de la fin, mais oui, il n'y a pas de. C'est pas. J'ai toujours un affect de loin sur les JRPG, mais ils me tombent tout le temps des mains. Je ne vois pas souvent la fin, parce qu'au final, les JRPG, à un moment donné, il y a toujours ces phases au milieu un peu molles où tu fermes 50 heures. Tu fais un peu tout le temps la même chose et ça avance pas. Et enfin, t'as une famille, des enfants, un boulot, t'as pas le temps de faire ces phases-là. Sinon, t'as Elden Ring où t'as 50 heures de souffrance, par exemple. et 10 heures de plaisir, parce que tu comprends le jeu, ouais. Mais pareil, Elden Ring, j'ai pas la patience pour. Non, moi je l'ai pas fini.
fini, mais j'ai passé bon temps dessus. Bah, c'est ça, il faut voir aussi si tu passes du bon temps pour l'argent que tu as mis dedans, je veux dire. Et certes, j'ai pas joué énormément à Darkest Dungeon 2 comparé aux 40 € que j'ai mis, mais je kiffe quand je suis sur ce jeu, donc voilà. Il y avait aussi une vidéo de Bolchegeek qu'on a partagée sur le Discord qui m'avait donné envie de relancer ce jeu. Donc je vous conseille également cette vidéo de Bolchegeek. Tapez Bolchegeek Darkest Dungeon. Ok, on va chercher ça. Bah, merci Méo. Avec plaisir. Bon, je ne suis pas Yves, donc je ne l'ai pas acheté là, mais je le remets dans ma liste des trucs à suivre. Très bien, peut-être que Shroom, est-ce que tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule? J'ai plein de coups de cœur et plein de coups de gueule, mais enfin, choisissant un. Ça c'est très difficile. Je sais pas, moi par exemple, il n'y a plus de jeux XCOM. Attends, tu vas me raconter, mais il faut me dire gueule ou cœur pour que je lance le bon générique. Bon, coup de gueule. Allez. Voilà, donc ça va être assez bref. Bon, je prends un exemple tout à fait au hasard, c'est parce que je suis toujours fan d'ailleurs des jeux XCOM. Donc oui. Je crois que c'est depuis 93, le premier qui est sorti. J'ai toujours toutes les variantes de tous les XCOM qui sont sortis, j'ai toujours tout essayé, mais là ils en font plus. C'est dommage. Le Chimera était excellent. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils attendent. Parce que c'est un très bon. Je pense qu'ils ont tous eu leur petit succès en fait. Je pense qu'il y a encore de quoi exploiter, mais. Moi j'avais moins aimé le 2 que le 1, juste parce que pour chaque mission, tu avais un compte à rebours et tu devais faire la mission en moins de X temps. Oui. C'était chiant. Parce que le 1, en fait. Je me souviens que tu nous en as parlé. Ouais. Parce que le 1, justement, c'était tu prenais ton temps, tu posais, vigilance, t'attendais, etc. Le 2, c'était plus du rush et c'est relou. Ouais, c'est ça. Il y a des modes qui existent pour augmenter le temps, pour quadrupler le temps autour, mais t'as quand même 30 tours maximum pour le faire, quoi. Donc t'as quand même un temps. Un temps. J'ai jamais trop joué à ceux-là. Mais... Vous savez si les devs qui ont fait les derniers XCOM, sur quoi ils sont? Ah, bonne question. Oh, absolument pas. J'avais un petit peu regardé, mais je pense pas qu'ils sont sur grand-chose, en fait. Enfin, en tout cas, si ça parlait pas d'XCOM, ça m'intéressait pas. Voilà, c'est ça. Très bien, merci, petit coup de gueule. Donc, refaites du XCOM. Voilà. Et on va terminer par moi alors, un petit coup de cœur. Alors moi, c'est un immense coup de cœur pour Dune 2. Que j'ai eu le plaisir d'aller voir mardi pour les soirées là où ils faisaient les 1 et 2 d'affilée. C'était génial de revoir le 1 au cinéma, j'ai vraiment kiffé. J'ai eu peur, je me suis un peu hypé avec les copains, on a été, et j'avais un peu peur que ça me soit un peu long le 1 parce que je l'ai vu là un mois et demi parce qu'il était sur Netflix, ma femme l'avait pas vu et ils ont annoncé qu'ils allaient le sortir de Netflix pour la ressortie au cinéma. Et donc j'ai dit viens on le regarde machin, donc je me dis c'est fort frais encore, est-ce que j'ai apprécié? En fait donc j'ai ultra kiffé de revoir le 1. J'ai vu certains aspects qui m'avaient pas du tout marqué sur les 2 premiers visionnages que j'ai pu revoir. Et Dune, c'est quand même des films qui ont un visuel, qui ont un cachet graphique monstrueux. Et donc, il n'y a rien à faire, mais le cinéma le rend bien plus justice. C'est vraiment un film qui gagne à être vu au cinéma et pas devant ta télé. Enfin, il y a une grandiosité dans le cinéma que tu n'auras pas. De par le son aussi. Et le son qui... Il y en a qui n'aiment pas parce que sur certains moments, le son est très très fort dans Dune, dans le 1 et dans le 2 aussi d'ailleurs. Et moi je trouve que le son vraiment c'est un des acteurs du film, c'est vraiment un des personnages du film. Il a sa présence que t'as pas toujours dans les films, souvent il s'oublie et là il a une présence monstrueuse et donc c'est magnifique au cinéma. Et le 2 est une masterclass sans aucun souci. Si vous avez aimé le 1, vous allez surkiffer le 2. Vraiment un très très bon moment. Alors, de mes souvenirs des livres, il y a quand même quelques aspects des livres qui sont pas développés dans les films parce que à un moment donné, on peut pas tout mettre dans des films qu'on mettrait dans des livres. D'accord. Donc, par exemple, la relation à la guilde des navigateurs est moins développée à ce niveau-là, des choses comme ça. Mais non, très très bon visionnage. Alors, seul bémol, si c'en est un, c'est que la fin
on pourrait rester un peu sur sa fin, mais c'est le propre de Dune, puisque dans les romans de Dune, la fin des romans correspond à celle du film. Je ne spoil pas, mais c'est une fin qui est très ouverte sur une suite. Là, on a envie d'une suite, en fait. Et donc, pour moi, l'Empereur de Dune, je crois que c'est celui-là, le tome qui suit, clôture vraiment l'histoire des deux premiers Dunes. Alors, Dune, c'est une grande saga, il y a d'autres romans après, mais vraiment, l'Empereur de Dune vient vraiment clôturer ce qui est initié dans les romans Dune en termes de scénario, et on pourrait s'arrêter là. Ça forme plus une trilogie pour moi qu'un livre seul, les Dunes. Et donc là, j'ai qu'une envie. C'est le 3. Ils annoncent qu'ils nous font un 3 avec l'Empereur de Dune pour venir chercher cette fin en plus. Et je surkifferai monstrueusement cette annonce. Mais donc, très très grand moment de cinéma. Je vous invite vraiment à aller le voir, il vaut la peine. Et il est ressorti un peu. Alors, les nuits des 2 d'affilée, je crois que c'est passé maintenant parce que c'était qu'une date à chaque fois. Mais ils avaient ressorti le 1 pour la sortie du 2. Donc, il y a peut-être encore moyen de voir encore le 1 au cinéma si vous allez le revoir ou quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup. Sinon, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est Firaxis Game et ils sont en train de développer Sid Meier's Civilization 7. Ah oui, ok. Voilà. Et sinon, en 2022, ils avaient sorti Marvel's Midnight Suns, un genre de XCOM bien plus allégé, mais dans le monde Marvel qui était pas terrible. J'avais vu ça, mais voilà, j'ai pas eu envie d'y jouer. Non, on est d'accord. Et Blackstar qui dit d'une part un bon vieux diesel avant de démarrer. Il pose le décor c'est un peu... Blackstar, c'est un collègue à moi. Ah voilà. Coucou à lui. Oui, t'arrives à la... les dunes doivent se regarder, peut-être pas d'affilée, c'est long, mais les dunes doivent se regarder ensemble. C'est vraiment... En fait, t'as mis tout en place, t'as passé tout... En fait, c'est l'intro. C'est comme la communauté de l'anneau, hein. C'est l'intro, c'est long, mais voilà. Ouais, la communauté de l'anneau est peut-être plus long pour moi. Mais... Moi, j'ai dû faire les 3 au cinéma pour voir le 3 en avant-première. J'ai dû faire les 3 les 2 premières versions longues que je connaissais déjà. Je me suis endormi, finalement, j'ai pas vu le 3. Voilà. On part sur du plus long quand même que Dune. Hein. Oui, voilà, on parle sur 14 heures pour les 3 films. Voilà, c'est ça. C'est un bonheur. Il y a une personne autour de cette table qu'on ne citera pas qui l'a fait récemment. Oui. De 10h à minuit. Non, c'était bien. Voilà, sur ce, pas de Dragon Quest Point aujourd'hui, on n'est que 3, donc ça aurait été un peu compliqué. Gagner des points facilement. Du coup, pas de petits jeux à gagner, mais ce n'est que partie remise pour une autre fois. Merci à vous deux pour votre présence à l'émission. Merci Shroom de nous avoir rejoints avec plaisir, présenter ton jeu. Il m'a fallu 272 podcasts pour vous découvrir, mais voilà. je suis ravi de vous avoir. En plus, j'habite à 500 mètres, je suis très content. Oui, puis on bouge, parfois on enregistre du côté d'Arlon, ça dépend un peu. Merci Méo de nous avoir accueillis. C'est un plaisir, comme à chaque fois. Bonne soirée à tous et surtout, ne lâchez rien. À bientôt, ciao ciao. Merci à vous. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
Voilà, Geeks League s'arrête ici pour ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Bonne nuit à tous. Et je coupe le live et à dans 15 jours.